C'est une escale de Jeanne un peu particulière. Mes invités sont deux femmes, Corina Ozon, qui est journaliste et écrivaine et qui est à Bucarest, et Simona Ferrand, qui est écrivain et traductrice. Et elle traduit Corina Ozon. Voilà, et qui est à Chambéry. Donc, c'est à distance et on va essayer de faire au mieux, toutes les trois, chacune dans sa géographie. Corina Ozon, merci d'avoir accepté mon invitation à cette escale à distance. Vous avez commencé dans le journalisme. Qu'est-ce qui, dans cette formation, vous a préparé à devenir écrivain? Bonjour. Avant de commencer, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Le journalisme m'a appris à écouter le monde, mais surtout à écouter les silences entre les mots. Dans une rédaction, on apprend la rapidité, la vérification, la structure. Le journalisme m'a appris à chercher la vérité, mais aussi à douter. J'ai fait du journalisme d'investigation, où chaque détail compte, où il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Cette curiosité du réel ne m'a jamais quitté. Documenter, enquêter, comprendre les gens, c'est déjà une forme de narration. J'ai découvert très tôt que chaque fait divers cache une blessure humaine, une émotion qu'aucune nouvelle ne peut contenir. C'est peut-être là que l'écriture a commencé, au moment où j'ai senti que l'information ne suffisait plus, qu'il fallait raconter autrement. Le journalisme m'a donné les outils de la réalité, la littérature m'a offert la possibilité de la transformer. Les héroïnes ne sont jamais des victimes, mais des femmes lucides et même drôles dans le désastre. Est-ce que c'est la littérature qui leur rend cette forme de dignité? Je crois que la littérature ne sauve pas, mais elle éclaire. Les héroïnes traversent la douleur, la perte, parfois la honte, mais elles gardent une ironie tendre, un humour comme un talisman. Elles rient pour ne pas tomber, elles observent pour ne pas disparaître. Dans la vie, beaucoup de femmes n'ont pas la parole. Dans mes livres, je leur rends ce territoire. La dignité pour moi, c'est cette capacité de rester debout dans le chaos, de regarder sa propre vie avec lucidité et douceur à la fois. La littérature devient alors un miroir dans son complaisance, mais aussi son cruauté. Votre série des amants a été un succès populaire énorme. Avez-vous senti une forme de liberté dans la manière dont on a reçu ces textes? Oui, une liberté, même une forme de pardon. Quand Les Amants est sorti, j'étais consciente que je touchais à un sujet délicat. L'amour adultère, le désir non avoué, la fatigue de la tendresse. Mais les lecteurs ont réagi avec une sincérité désarmante. Ils m'ont écrit leurs propres histoires, leurs blessures, leurs choix. J'ai compris que parler du corps, de manque de désir, ce n'est pas scandaleux, c'est simplement humain. Cela n'a pas été très facile tenant compte que j'habite dans une société encore pleine de préjugés. Mais le succès populaire m'a libéré d'un certain élitisme littéraire. J'ai senti qu'on pouvait être à la fois accessible et profonde, et que la littérature n'a pas à choisir entre émotion et vérité. Votre roman, Tantati, est beaucoup plus intérieur, il est presque mystique. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur le couple, Corina? Le couple, pour moi, n'est plus un territoire de possession, mais un lieu de passage. Avec les années, j'ai compris que l'amour ne guérit pas, mais il révèle. Il nous met face à nos manques, à nos illusions, à notre besoin d'absolu. Dans le roman Tentati, Tentation, j'ai voulu explorer cette dimension spirituelle de lien. Comment deux êtres peuvent se rencontrer, non pas pour se compléter, mais pour s'éveiller. Le couple devient un miroir, parfois cruel, parfois lumineux. Ce n'est plus une histoire d'équilibre, mais de transformation intérieure. L'amour cesse d'être un refuge, il devient une traversée. Vous avez, je crois, un doctorat en communication numérique.
La littérature est-elle encore une voie humaine dans ce brouhaha digital, disons? Je le crois profondément. Nous vivons dans une époque où tout se commente, se partage, tout se consomme, mais très peu se ressent. La littérature, elle demande du temps. Elle impose le silence, la lenteur, la solitude. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à toucher. Quand j'écris, j'essaie de retrouver cette vibration ancienne de la parole humaine. Celle qui ne veut rien vendre, qui ne veut pas gagner, mais simplement comprendre. Dans le bruit numérique, la littérature devient un acte de résistance, presque un geste écologique de l'âme. La Roumanie. Quelle place prend la Roumanie dans vos livres? Décor, personnages ou peut-être une blessure? La Roumanie est ma terre intérieure. C'est une langue avant d'être un pays, une mélancolie avant d'être une histoire. Je crois que chaque écrivain vient d'une blessure géographique. La mienne s'appelle Roumanie. C'est un espace où le passé est toujours présent, où les frontières sont à la fois réelles et imaginaires. Même quand je situe mes récits ailleurs, mes personnages portent avec eux la mémoire d'un pays traversé par la nostalgie et le courage. La Roumanie, pour moi, est un personnage qui ne me quitte jamais. La langue roumaine traduite en français. Qu'est-ce qui change pour vous, Corina? C'est qu'on voit son propre reflet dans un autre miroir. La langue française révèle d'autres nuances de ma voix, plus claire, plus précise peut-être. Le roman est charnel, chaud, plein de sons qui respirent. Le français, lui, a cette élégance de retrait, cette pudeur qui me fascine. Quand je lis mes phrases en traduction, je les redécouvre comme si un autre moi plus calme, plus mature les avait écrites. C'est un sentiment d'étrangeté heureuse. Traduire, c'est renaître dans une autre musique. Vos héroïnes sont souvent à la frontière de la liberté et de la solitude. Est-ce que c'est pour vous une forme de courage? Oui, sans doute. Le courage, c'est d'accepter d'être seul plutôt que faussement accompagné. La liberté n'est jamais un don, c'est une conquête. Et cette conquête se paie cher par la doute, la solitude, parfois la douleur. Mais c'est aussi une joie profonde, celle de ne plus se mentir. Mes héroïnes marchent sur cette ligne fragile entre le besoin d'amour et le besoin d'être elles-mêmes. Leur courage est silencieux, mais il change leur vie. Et c'est cela que j'admire le plus, la discrétion de la force. Corina Ozon, que cherchez-vous encore dans l'écriture? Je cherche la paix peut-être, mais une paix active, celle qui naît du chaos apprivoisé. J'écris pour comprendre ce qui échappe à la raison, la mémoire, le rêve, le temps. Chaque livre est une tentative de nommer l'indicible, de sauver quelque chose de passage. Je ne cherche pas toujours la perfection du style, mais la justesse de l'émotion. Et tant qu'il y aura dans le monde des choses non dites, tant qu'il restera une douleur à transformer en beauté, je continuerai à écrire, parce que c'est ma manière de communiquer avec le monde, d'aimer la vie. Merci infiniment, Corina Ozon. Et maintenant, je vais passer à Simona Ferrand, que je remercie infiniment d'avoir accepté cette escale à distance. Simona Ferrand, bonjour. Traduire Corina Ozon, est-ce comme traduire une sœur de langue ou une étrangère? J'aime beaucoup cette expression, sœur de langue. Corina Ozon et moi, nous faisons partie de la même génération. Nous avons grandi dans le même contexte social, nous avons reçu la même éducation, nous avons connu les mêmes frustrations, les mêmes difficultés, les mêmes limites, les mêmes tabous. Ensuite, nos vies ont pris des chemins différents. Mais c'est justement ça qui rend le dialogue intéressant,
parce que moi, j'apporte en plus non pas seulement une autre langue, mais aussi une autre culture. Et je peux accompagner le texte pour qu'il soit compris dans sa globalité pour ceux qui vont le lire. Entre un auteur roumain que je traduis et moi, il y a comme un cordon ombilical. Il y a une mémoire commune des lieux, des souvenirs, un vécu que nous connaissons tous les deux de la même manière. Je reconnais dans son écriture des inflexions, des silences, des blessures que je connais profondément. Mon rôle de traducteur, c'est de rendre son histoire compréhensible pour un lecteur qui ne connaît pas cette culture, de lui faire sentir l'étranger, ses traditions, ses mentalités, sans le trahir et sans devoir tout expliquer en note de bas de page. C'est ça la difficulté. Et je sens aussi une forme de devoir moral, parce que moi j'ai deux cultures et je me sens redevable aux deux. D'un côté parce qu'elles m'ont beaucoup donné et j'ai envie de le rendre un peu de cet amour, et d'un autre côté parce que je sens la beauté de ces deux langues et j'ai envie de les faire dialoguer et de les faire profiter l'une de l'autre. Simona, comment on peut rendre en français, je dirais, cette tendresse un peu ironique qui est en roumain, sans la trahir? Comment traduire l'ironie, la tendresse, les émotions aussi? L'ironie et la tendresse sont des nuances presque intraduisibles, parce qu'elles reposent sur le ton, sur les sous-entendus, sur la culture d'un peuple. Il faut sentir là où l'auteur sourit derrière le texte, derrière les mots. Là où il retient une larme, où il est ému et il transmet une émotion. Là où il détourne la phrase pour dire autre chose. Les mots peuvent se traduire, mais leur sourire intérieur, le sens implicite de certaines phrases, cela demande une écoute profonde. On ne traduit pas l'ironie ou la tendresse avec un dictionnaire, mais avec le cœur. Il faut d'abord les ressentir et puis chercher l'équivalent émotionnel dans l'autre langue pour obtenir le même effet chez le lecteur, pour le faire sourire, pour l'émouvoir. L'émotion passe justement par le ton et par les silences entre les phrases parfois. Ce n'est pas juste traduire les mots, mais rendre l'intention derrière les mots, et voilà, je pense que c'est la partie la plus fragile du travail. Et c'est aussi un défi que j'assume. Simona Ferrante, dans Le bonheur est un acte de courage, qu'est-ce que vous avez dû sauver du texte original? Ce que j'ai voulu sauver, c'est la voix de l'autrice, sa musique intérieure, sa présence, ce rythme personnel de son style. Dans ce roman, mais aussi dans d'autres textes qui ont fait connaître Corina Ozon, notamment dans la série des Amants, elle a une écriture très audacieuse qui mêle humour et sensualité, bien sûr tout en abordant des thèmes sérieux
tels que la violence conjugale, l'infidélité ou le féminisme. Ce que j'ai voulu sauver, c'est cette insolence de l'autrice qui fait un pied de nez au patriarcat, au tabou, aux interdits et aux injonctions avec lesquelles nous avons grandi, Corinna et moi, mais notre génération en fait. Donc ce que je sauve finalement, c'est l'esprit du texte. C'est une lumière, même si les mots changent de contenant, de peau. Pour moi, traduire, c'est avant tout préserver la présence de l'auteur. Je ne veux pas le faire disparaître, je ne veux pas lisser sa différence, parce que c'est même un danger, et on voit ça dans certaines traductions, de faire disparaître l'auteur en vouloir le corriger en pensant en avoir l'impression qu'on peut dire mieux que lui. Moi, je cherche au contraire à rester au plus près de son intention, de la subtilité de sa pensée et de son souffle. Vous êtes aussi écrivaine. Quand vous traduisez, votre propre voix doit-elle se taire? Le fait d'être écrivaine à mon tour m'aide dans un sens un peu plus global. J'ai la vision du livre en entier. Le message, les étapes, la tension du texte, les registres, l'humour par exemple, les personnages qui ne parlent pas du tout de la même manière. Je vais tenir compte du rythme et de l'élan du texte, de sa tension intérieure. Je pense que le traducteur doit être humble. Il ne doit pas imposer sa voix, mais bon, il peut pas non plus la faire disparaître, parce que toute traduction porte forcément la trace d'une subjectivité, une sensibilité, un choix de rythme, une nuance de ton qui lui est propre à lui. En tant que traductrice, j'ai eu la chance de ne pas travailler sur commande comme d'autres traducteurs. Pour moi, il faut que le texte m'émeuve d'abord pour décider de le traduire. Moi, je fonctionne comme ça. C'est ma liberté et c'est mon choix de traduire des textes qui ont été d'abord mes coups de cœur et qui sont devenus par la suite matière pour la traduction. Et justement parce que le texte m'émeuve, je m'immerge dedans. La voix de l'auteur, la voix du narrateur résonne en moi. Et c'est cette voix que j'essaye de rendre en français et sans la trahir. C'est une question qui m'a été posée aussi par des étudiants roumains lors d'une discussion sur la traduction. Est-ce qu'un traducteur doit d'abord être écrivain? Et je réponds la même chose, non, je ne crois pas. Mais, par contre, il doit posséder la même sensibilité au langage, la même exigence de justesse et de style. Ce qui est essentiel, c'est de faire exister le texte dans une autre langue sans le trahir, de rester fidèle à sa voix et à l'intention de l'auteur. On peut dire que le traducteur est un écrivain à l'écoute, plus qu'un créateur original. En tant que traductrice, en quoi trouvez-vous les différences entre le français et le roumain? Entre le roumain et le français,
même si les deux langues viennent de la même source, de la langue latine, il y a des différences de structure, de rythme, de pensée. Je ne dirais pas que la langue roumaine est plus bruyante, mais dans la mentalité collective, dans la manière des Roumains de vivre au quotidien, il y a une sorte d'effervescence balkanique, peut-être un peu plus de légèreté. Moi, j'appelle ça du pathétisme. Je me souviens de ce pathétisme pendant mon enfance, quand on se disputait ou quand on argumentait dans une discussion, tout était amplifié. Les émotions, les accusations qu'on se faisait, les reproches, le sentiment de culpabilité, les regrets. Les Roumains ressentent passionnément. Il y a quelque chose de plus instinctif, de plus charnel, parfois même de plus chaotique. Ils débordent. Ils chantent et ils rient même dans la douleur. Et bien sûr, il y a ce mot intraduisible, ce mot roumain d'or, qui exprime en même temps la nostalgie, le chagrin, le manque de l'autre, la souffrance, une absence et plein d'autres sentiments qui viennent profondément de l'âme. Je retrouve dans la littérature roumaine contemporaine, dans les romans qui me viennent de Roumanie, qui sont des romans d'auteurs qui ont déjà plusieurs œuvres à l'actif, mais aussi dans les premiers romans que je lis pour le Festival du premier roman, en sachant que la langue roumaine, c'est une des 5 langues étrangères qui font partie de ce festival, je retrouve le même élan de l'âme qui a donné ce sentiment d'or. C'est une douleur qui est encore vive, comme une sensibilité à fleur de peau, un tragisme existentiel qui caractérise encore aujourd'hui le quotidien des Roumains. C'est comme si les épreuves qui ont vécu, qui ont traversé pendant des siècles d'histoire, d'occupation par les envahisseurs, d'oppression par les classes dominantes, de totalitarisme pendant la dictature communiste, comme si tout cela a mis une empreinte indélébile sur l'âme roumaine. En France, la littérature roumaine reste encore peu visible. Qu'a-t-elle à dire aujourd'hui à l'Europe? La littérature roumaine reste encore aujourd'hui à la marge de la scène européenne. Mais c'est précisément de cette marge qu'elle tire sa force. Parce qu'elle raconte à l'Europe ce qu'elle oublie parfois. La pauvreté, l'exil, la peur, mais aussi la dignité de ceux qui continuent à espérer. Elle parle à l'Europe avec une voix lucide, mais une voix désenchantée, justement parce que elle a cette mémoire de la perte. Elle parle avec un ton souvent ironique, à la force d'une expérience forgée dans la mémoire de la dictature,
et dans la désillusion de l'après, de la transition. Les écrivains roumains mettent en lumière un monde périphérique, fragile, mais qui est extrêmement vivant. En somme, la littérature roumaine a aujourd'hui à dire à l'Europe que son unité ne vaut que si elle écoute des voix plus lointaines, celles venues des frontières, celles venues de la mémoire et de la douleur. Le regard des écrivains de l'Europe de l'Est et centrale interroge le monde depuis la marge, depuis la blessure, depuis l'exil, tout en rêvant au centre, à la modernité et à l'identité. Dans votre roman Promesse, vous abordez la mémoire et l'exil. La traduction, n'est-ce pas aussi une autre forme d'exil? Quand on vit entre deux langues, on porte en soi une forme d'exil permanent. La nostalgie d'une langue qu'on quitte un peu et la difficulté d'habiter pleinement l'autre. C'est un sentiment qui ne me quittait pas dans les premières années de mon adaptation en France, celui d'être illégitime dans la langue française. Par exemple, j'ai longtemps hésité à écrire en français. Et j'ai compris beaucoup plus tard que en participant en publiant des livres, et ensuite en participant au salon du livre où le public a bien accueilli mes romans, j'ai compris que la légitimité est une question de choix et de courage, le courage de s'ouvrir aux autres. Traduire la littérature roumaine apaise mon besoin de garder vivante une partie de moi qui sera toujours roumaine. Cela me permet de transmettre un peu de mon héritage, de la mémoire que j'ai héritée et qui est vive, que je garde. Parce que nous ne quittons jamais complètement notre pays d'origine. Nous sommes déracinés et nous nous adaptons à un autre sol. Mais nous portons en nous les racines. Pour moi, traduire, écrire, c'est ma manière de revenir à mes racines et de réconcilier ces deux mondes. Ça n'efface pas l'exil, mais lui donne une voix qui est celle de la création. La responsabilité morale du traducteur, est-ce être fidèle aux mots ou à la respiration d'un texte? Traduire, c'est toujours une responsabilité morale. On est le gardien d'une voix qui n'est pas la nôtre, mais qu'on doit faire exister dans une autre langue. Être fidèle ne veut pas dire reproduire chaque mot. C'est rester fidèle à l'intention de l'auteur et surtout à l'émotion du texte. Quoique certaines infidélités sont inévitables. Il y a des images, des jeux de mots, des rythmes qui ne traversent pas la langue telle qu'elle. L'infidélité, quand elle survient, est consciente et nécessaire
c'est elles qui permettent au texte de renaître dans une autre langue, de transmettre ce qui est vivant dans le texte d'origine. Quand on traduit, on n'est plus un lecteur lambda. On perd l'insouciance du plaisir de lire. Au moins, c'est ce qui m'arrive à moi. Parce que on doit veiller à transmettre fidèlement la voix de l'auteur et la faire résonner chez les lecteurs. Donc, on est investi avec une responsabilité. Un auteur est jugé sur la réussite, sur la vente des livres, sur son pouvoir de séduction, en fait. De ça il s'agit. Un auteur attend la réponse du lecteur à sa déclaration d'amour. De ce point de vue, le traducteur est libre parce qu'il n'a pas ses attentes. Mais en fait, c'est une liberté qui est partielle parce qu'il est en partie responsable de cette réponse d'amour de la part du lecteur. Parce que si sa traduction n'arrive pas à émouvoir le lecteur, n'arrive pas à transmettre toute l'émotion du texte original, cette traduction n'arrive pas au cœur du lecteur. Donc, il est responsable en partie du succès du livre dans la langue d'arrivée. Donc, le traducteur partage la responsabilité avec l'auteur parce qu'il fait entendre sa pensée et la recrée dans une autre langue et on assume les conséquences devant le lecteur. Une dernière question à vous, Simona, avant qu'on passe au dialogue croisé. Si vous deviez définir en un mot Corina Ozon, vous comme traductrice, pas comme une amie, quel serait ce mot? Je pense avant tout avant-gardiste. Corina Ozon, je l'ai rencontrée en tant qu'écrivaine en 2016 avec le roman Tentații qu'elle venait de publier et qu'une amie m'avait envoyé de Roumanie. Et j'ai été complètement séduite par le ton audacieux de son récit parce qu'elle cassait l'image qu'on avait de l'écrivaine roumaine à la voix féminine, romancée, fragile, qui en tant que femme a forcément besoin du soutien d'un homme, d'un guide, d'un protecteur. Par la suite, j'ai commandé tout ce qu'elle avait publié et je l'ai suivi dans les publications d'après. Et j'ai découvert la série des Amants avec laquelle elle avait débuté en 2014. À l'époque, le premier tome de cette série a été vraiment une innovation, non seulement du point de vue dans la littérature roumaine en général, mais aussi et surtout dans la littérature, dans les romans écrits par des femmes. Parce qu'elle a brisé les codes du langage en parlant sans filtre, avec une sincérité totale des sujets qu'on passait sous silence. Ici, l'infidélité conjugale, mais dans Tentații, le désir, la sexualité, son écriture, et elle s'est confrontée du début au tabou, aux barrières de la langue et au patriarcat. Et son entreprise a eu le succès mérité parce qu'elle a créé une vraie communauté de fans
autant en Roumanie qu'à l'étranger. Ces livres se sont vendus en milliers d'exemplaires. La série des Amants est arrivée en 2019, si je me trompe pas, à son 6e tome, à la pression des lecteurs en plus. En 2017, elle a été nominée dans le top 100 des femmes de succès par une revue Capital Magazine. En 2015, elle a reçu un prix pour la promotion de ses livres. Donc oui, je pense que en plus d'une romancière de succès, elle a été une avant-gardiste. Ouais. Nous arrivons maintenant à ce que j'appelle le dialogue croisé entre vous deux. Corinna Ozon et Simona Ferrante, avez-vous déjà ressenti l'une ou l'autre la peur de disparaître dans la langue de l'autre? Oui, parfois. Quand mon texte passe dans une autre langue, j'ai toujours un instant de vertige, comme si une partie de moi se dissolvait dans une nouvelle lumière. Mais c'est une disparition féconde. Je ne perds pas ma voix. Je la redécouvre autrement. La langue du traducteur est une main tendue. Elle me fait exister dans un autre espace, un autre souffle. Alors non, je n'ai plus peur de disparaître parce que la littérature justement nous apprend à renaître ailleurs. Moi, je sépare l'écriture de la traduction. Quand j'écris, je suis ma voix intérieure, celle qui est dans ma tête, du narrateur, et les voix des personnages. Quand je traduis, je suis fidèle à la voix de l'autre. Je ne veux pas faire disparaître l'auteur, ni lisser sa différence. Pour moi, traduire, c'est au contraire préserver la présence de l'autre. Et je pense même que c'est un danger d'oublier l'auteur, de vouloir modifier son texte, d'avoir l'impression qu'on pourrait mieux dire que lui. J'essaie de rendre le texte le plus proche possible de l'intention de l'auteur, de la subtilité de sa pensée. Pour moi, c'est très important, justement parce que je suis aussi autrice, de demander à l'auteur quand une phrase me semble ambiguë. Mais jamais pour corriger le texte, mais pour comprendre son intention exacte. En même temps, en tant qu'autrice, je crois que je préférais que le traducteur ne me demande pas, parce que c'est un peu comme s'il me déchargerait d'une part de responsabilité dans la réussite du roman en version traduite, parce qu'on a en tant qu'auteur toujours cette peur que le roman puisse ne pas plaire et que le message n'arrive pas au lecteur. Mais bon, c'est aussi la magie d'un roman, d'être, de renaître dans chaque imaginaire de manière différente, d'habiter l'âme, l'émotion, la pensée de chacun d'après son vécu, son histoire. Et je pense que c'est ça la réussite en fait. Quand un roman traverse les frontières, qu'est-ce qui se perd et qu'est-ce qui se gagne d'après vous, Corinna?
Ce qu'on perd, c'est peut-être une certaine intimité avec la langue d'origine, cette vibration unique qui naît du contexte de l'enfance du pays. Mais ce qu'on gagne est immense, une nouvelle résonance, une autre lecture de soi. Quand le roman voyage, il ne m'appartient plus. Il devient le miroir d'un autre regard. Et c'est cela pour moi la vraie universalité. Être comprise différemment, mais sincèrement. Chaque traduction est un passage, une seconde vie, et parfois plus lumineuse que la première. Et selon vous, Simona? Ce qu'on perd, c'est un certain parfum de la langue d'origine. Pour le roumain, je dirais que c'est une vibration qui lui est propre, faite de douceur mêlée d'ombre. Mais bon, la perte, elle fait partie du passage d'une langue à l'autre et c'est impossible autrement. L'important, c'est que l'âme du texte reste vivante. Ce qu'on gagne, c'est un monde nouveau à découvrir. La traduction est non seulement une rencontre entre deux langues, mais c'est une rencontre entre deux cultures. Donc, quand je traduis une autrice roumaine, un auteur roumain, je ne traduis pas seulement des mots, mais je traduis aussi une mémoire, des rythmes intérieurs, une façon de sentir le monde qui m'est familière à moi. Le traducteur fait traverser les mots et l'émotion d'une langue à l'autre. Il accompagne cette traversée en veillant à ce que le texte ne se perd pas en route et qu'il garde la musicalité d'origine, qu'il garde les intentions de l'auteur. Dans un autre sens, le traducteur est un passeur de mentalité et de sensibilité, parce qu'il transmet des façons de penser, de sentir, de rêver. Il relie les peuples et il fait circuler les imaginaires. Il rend possible le dialogue entre deux cultures. Traduire, c'est une forme de résistance. C'est résister au mur entre les langues. C'est refuser l'isolement. C'est croire que les mots peuvent circuler au-delà de ce mur, que l'émotion peut franchir des frontières. La traduction défend la voix de l'auteur contre l'oubli, contre le silence. Traduire, c'est offrir la possibilité d'un texte d'exister ailleurs, autrement, mais toujours aussi vivant que dans sa forme d'origine. Corina Ozon, qu'est-ce qu'être écrivaine roumaine en 2025? C'est porter une mémoire et un avenir à la fois. Nous venons d'un pays où la littérature a longtemps été une forme de résistance à la censure, à la solitude, à l'oubli. Aujourd'hui, être écrivain roumain, c'est continuer cette résistance, mais avec d'autres armes. La liberté, la vérité, la tendresse. C'est écrire dans une langue pleine de contrastes, songeant et tragique, ironique et tendre. Et c'est surtout assumer une identité ouverte, européenne, sans cesser d'être profondément enracinée. Nous sommes les héritières d'une douleur, mais aussi d'une grâce. Et pour vous, Simona? Être écrivaine en 2025.
roumaine ou autre. C'est être une voix dans un monde saturé d'images et de sons. Être écrivaine roumaine en 2025, c'est oser remettre en question, briser des tabous, inventer de nouvelles formes et faire entendre des voix marginalisées. C'est jongler entre création et engagement personnel. C'est raconter des pages d'histoire qui ont tendance à s'atténuer, à s'effacer avec le temps. Garder la mémoire vivante. C'est participer au changement. C'est questionner le monde, ses violences, ses guerres, ses silences, et proposer de nouveaux chemins. C'est créer des ponts entre les cultures, les époques et les sensibilités. Et avant de terminer, quelle serait une phrase écrite par l'une et traduite par l'autre que vous choisiriez toutes les deux et que vous nous direz? Et en même temps, quels rêves vous reste-t-il encore? Et j'espère qu'ils sont nombreux. Je choisirais justement la phrase « Le bonheur est un acte de courage » qui est aussi le titre de mon roman traduit en français, qui sont les mots d'un personnage du roman. Parce que cette phrase contient toute une philosophie de vie, la mienne. Le bonheur n'est pas un état stable, ni un cadeau du destin. C'est une construction quotidienne. Il faut oser sortir du confort, du connu pour aller vers ce qui nous rend vivants. Le bonheur est fragile, souvent passager, mais derrière lui reste la paix intérieure, celle de savoir qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a choisi selon le cœur. Pour moi, c'est une phrase simple, mais essentielle. Un rappel qu'aimer, créer, vivre, tout cela demande du courage. Mes rêves sont calmes maintenant, je suis très reconnaissante pour tout. Je voudrais continuer à écrire des livres qui relient les gens à ma manière, sans bruit. J'aimerais aussi avoir le temps de vivre lentement, de voyager, d'écouter le monde comme on écoute un poème. Et puis, un rêve secret, que mes mots, quelque part, servent à quelqu'un comme une petite lumière dans une nuit longue. Merci beaucoup pour cet dialogue. Et vous, Simona? Il y aurait plusieurs phrases que j'aimerais citer, qui me parlent, mais j'ai choisi celle-ci. Après tout, l'essentiel est d'essayer de réaliser son rêve, quelle que soit la période de notre vie. Mieux vaut cela que de quitter ce monde avec des regrets. C'est un enseignement que j'ai appris assez tard et que j'ai commencé à mettre en pratique depuis quelques années. Je vis l'instant présent et j'essaye de faire du mieux que je peux ici et maintenant ce qui est en mon pouvoir. Mes rêves aujourd'hui, ça serait d'avoir assez de temps pour écrire encore, pour traduire encore et pour m'occuper de l'édition. Mes rêves aujourd'hui, ça serait d'avoir assez de temps pour écrire encore, pour traduire encore et pour m'occuper de l'édition.
Je vous remercie, Jeanne Orion, pour l'invitation de répondre à vos questions. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi. Ça fait quelques années que je suis votre travail, vos émissions enregistrées ou dans cette forme fil de mémoire ou les rencontres à la librairie Gallimard, et je suis une grande admiratrice de votre façon d'animer ces rencontres, de la poésie que vous mettez dans vos questions, de la grande disponibilité affective et de cette manière que vous avez d'accueillir avec de tout votre cœur les gens. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir accepté cette escale à distance. Merci à vous, Corinna Ozon, et à vous, Simona Ferrand. Vraiment un grand, grand merci. C'est fabuleux tout ce que vous m'avez raconté. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.